En février 1988, les chercheurs de la mission archéologique française de Saqqara découvrent les pyramides des reines qui furent les épouses d'un certain Pépi Ier, pharaon de l'ancien empire égyptien, l'un des derniers rois qui régna vers 2300 ans avant notre ère. C'étaient là les premières pyramides exhumées depuis 50 ans, et c'était aussi l'introduction de nos techniques les plus modernes dans la plus ancienne des nécropoles. Comment déchiffrer ce sous-sol qui comporte en couches successives et depuis 4 millénaires les vestiges de toutes les tombes égyptiennes, de l'Antiquité à l'époque chrétienne? Sur le plateau de Saqqara sont enterrés les derniers pharaons qui régnèrent au nord de l'Égypte avant la Révolution qui mit fin à l'Ancien Empire vers 2100 avant Jésus-Christ. Et paradoxalement, c'est à la dernière dynastie de cet empire, la 6e, que l'architecture funéraire trouve enfin une harmonie extraordinaire. Un exemple, ce modèle de complexe funéraire datant de cette époque, reconstitué par ordinateur. On en distingue pour la première fois les éléments et les proportions. Une pyramide, la tombe du roi, et dans l'enceinte, une petite pyramide, la pyramide satellite, et accolé à la grande pyramide à l'est, un temple funéraire où se célébrait le culte du roi défunt. Au-delà de cette enceinte, on distingue aussi 3 pyramides. Ce sont précisément les pyramides des reines. Mais en 1987, leur emplacement restait quant à lui aléatoire. Aucune loi ne venait en effet fixer, d'un souverain à l'autre, leur orientation autour du complexe funéraire royal. Où les chercher, le tel archéologique autour de la pyramide de Pépi Ier est extrêmement grand. Il y a à peu près, ici, autour de nous, une dizaine d'hectares. Les difficultés du terrain et notre ignorance de l'emplacement exact de ces pyramides nous ont conduits à nous associer avec EDF, Électricité de France. Depuis une trentaine d'années, la géologie appliquée existe à EDF pour les problèmes de fondation de barrage et depuis une quinzaine d'années pour les problèmes de centrales nucléaires. Les égyptologues de la mission française nous ont demandé s'il était possible de localiser une pyramide d'une vingtaine de mètres de côté au milieu de ces immenses déblais du site de Saqqara. Alors on vit apparaître à Saqqara d'étranges sorciers qui semblaient parler avec les sables du désert. Mais ce n'est pas sur l'ésotérisme que se constitue le dialogue de ces hommes avec la Terre, car ils appliquent des méthodes et utilisent des appareillages. Ils s'intitulent géophysiciens. Si les archéologues décryptent les hiéroglyphes, les géophysiciens déchiffrent, à partir de mesures effectuées en surface, des signes qui proviennent du sous-sol. En effet, l'observation de contrastes, en particulier de contrastes électriques, peut révéler en profondeur des zones correspondantes à des constructions en pierre. Nous avons utilisé essentiellement des méthodes électromagnétiques. Une méthode qui est une méthode électromagnétique de surface qui va permettre d'analyser la résistivité du sol dans la tranche 0 à 6 mètres, qui donnera donc une résistivité moyenne entre 0 et 6 mètres de profondeur. Un bloc de pierre, c'est résistant. Un tas de pierrailles, c'est résistant aussi. En revanche, des briques crues, c'est extrêmement conducteur. Et là, entre un bloc de pierre et un mur de briques crues, c'est ce qui se passe ici, dans ces structures où très souvent des restes de construction en briques crues entouraient ces pyramides, eh bien, là, il y a un contraste très important qui permet vraiment de détecter un accident de résistivité qui traduira la présence d'une structure archéologique.
C'est ainsi que 80% du terrain représente des zones non résistantes qui peuvent être éliminées. Dans les 20% restants, 5 emplacements prometteurs ont été proposés aux archéologues. EDF nous a donné 5 emplacements possibles et moi ce qui m'a intéressé c'est de voir quels étaient parmi ces emplacements les emplacements les plus vraisemblables pour 2 pyramides de Rennes. J'en ai donc écarté 3 qui étaient plus éloignés de la pyramide du roi pour en conserver 2 et là ça a été extrêmement difficile au début. Il y avait énormément de cailloux, de gravats, de sable et nous sommes descendus sur près de 4 mètres sans rien trouver. Et on a eu à ce moment-là la chance et surtout la surprise de voir apparaître en place l'angle d'une pyramide. Et on a pu voir apparaître toute la face d'une petite pyramide composée de 3 hauteurs de pierre, 3 assises, avec leurs parements merveilleusement conservés et une belle couleur d'ailleurs dorée par le soleil qui était magnifique. Et c'était très émouvant car c'était la première fois qu'on voyait une pyramide après tant d'époques d'obscurité et de recouvert de déblais qu'on la voyait apparaître pour la première fois sur le soleil. Et j'avoue que le spectacle était très émouvant de voir revivre cette pyramide sous son angle. Alors à partir de là, c'était la joie. Voilà une première reine. Le deuxième tableau montrait une autre possibilité, car on nous demande toujours, mais comment, dans ces immensités de ruines, comment vous débrouillez-vous? Ben, on se débrouille comme l'on peut, et nous sommes bien ravis maintenant d'avoir des méthodes nouvelles pour nous aider, et nous espérons beaucoup que cela va continuer et permettra des économies de force certaines, des gains de temps certains, et naturellement un accroissement de nos connaissances et de ce que nous pouvons trouver. Ces réussites pouvaient en entraîner d'autres. C'est ainsi que les égyptologues de Saqqara voudraient désormais s'en remettre à l'avis des géophysiciens pour relancer de nouvelles fouilles. Il s'agit cette fois de rechercher une pyramide de rois. On sait, en effet, qu'à la 6e dynastie se sont succédés au moins 7 pharaons, dont 4 pyramides seulement ont pu être retrouvées par les archéologues français. Pouvait-on espérer, dans ce terrain chaotique, retrouver au moins l'une des pyramides manquantes? Cette colline, au nord du site de Pépi Ier, attirait depuis longtemps les archéologues. Ils ont fait la prospection et là ils ont été formels, il n'y a pas de pyramide à l'emplacement supposé. Tu vois, les valeurs les plus faibles rencontrées ici, c'est du 18. Bon, il y a du 25, il y a du 30, avec le même étalonnage. L'amas constitué par la pyramide donne entre 6 et 8. Non, oui, on en est loin. Hein, on en est très loin. Très loin, oui. Ah, ça c'est clair, Hein, très clair. là, il n'y a pas d'amas de 5 ou 10 mètres de pierre, c'est pas possible. Ah, c'est... Faut s'y résoudre. Non. Ça aurait été sympathique, mais faut se résoudre à cela. Donc nous n'allons pas fouiller là, c'est un gain de temps, d'énergie, d'argent, nous n'allons pas perdre notre temps à fouiller cet emplacement. En revanche, on leur avait également demandé à EDF de s'occuper du complexe funéraire de Pépi Ier dans les parties qui n'étaient pas encore dégagées, c'est-à-dire l'installation portuaire située au niveau de la plaine et le temple d'accueil, d'où part la chaussée montante vers la pyramide. J'aurais tendance à dire que c'est là. Hein. Ah, jusque-là. Donc tout ça. J'aurais tendance à dire là. J'aurais tendance à dire à cause de ça. Hein, Pierre. Mais là, vous avez déjà le cavalier de Déblais ici. Oui. Ici. Vous arrivez Enfin, un peu le, plus le haut. déblai le cavalier récent. Hein. Le cavalier le plus récent. On sent les autres déblais. Ah oui, mais alors si on a le bord de la falaise ici, on a tout ça est dans la plaine, ça change tout. Hein. Alors à ce moment-là, on peut avoir reculé le port jusque-là. Avoir le temple comme ça et on repart dans autre chose. Nous essayons sur les plans des techniciens d'EDF de situer des formes géométriques simples. Nous savons qu'une installation portuaire est un grand rectangle qui était rempli d'eau avec saillant sur une face le temple d'accueil et la chaussée. Si ça fait une ligne continue.
Vous pensez que ça peut être tout le temps, ça? Ah oui, ça peut être. C'est normal, Il peut être. Voilà, oui. Il pourrait être. À ce moment-là, on peut reprendre le mur de quai ici, quoi, et avoir tout le temps qui avance comme ça. Oui. Ça me semble plus logique. Ce serait plus logique. Nous cherchions également des emplacements de barques, car nous savons que par les exemples des prédécesseurs, surtout Khéops, que les rois pouvaient être enterrés avec des barques solaires. Ce sont des simulacres de barques. Comme beaucoup de choses dans cette civilisation, ce sont des simulacres. Ce soit tout ça, le temple. Ou quelquefois il y a des objets réels, et là plutôt ça doit être des emplacements de barques construites en pierre. Par conséquent, elles doivent elles aussi apparaître avec les méthodes nouvelles. Il va faire, Donc de là à là, il n'y a rien d'un point de vue archéologique. Quoi. Si, il y a. Non, Il y a des ah, petites non, choses. ne sois pas aussi Tu tranché. cherches Non, le non, non, royal, le grand. Le grand, Non, c'est la grande C'est-à-dire que structure les qui pharaons fait- laissaient passer quand même une grande occasion. Parce que c'était tout de même. C'est superbe, ça. Et les techniciens, eux, nous disent cela est possible, cela est réalisable, cela se trouve ou cela ne se trouve pas. C'est par conséquent une série d'espoirs, une série de réalisations qui se succèdent. Et c'est dans cette alternance, évidemment, que réside tout le jeu et tout l'attrait de l'archéologie. L'intervention des géophysiciens est, à mon avis, une intervention qui est quand même assez difficile. C'est un travail dur qui se traduisait par des journées entières de longues marches, de transport de piquets, de mesures, de relevés de mesures, et qui le soir s'achevait par le report de ces mesures sur des cartes, de façon à essayer d'y comprendre quelque chose. Une des difficultés du site réside dans le fait qu'il n'est pas plat, qui ressemble à Verdun avec des creux, des bosses, correspondant vraisemblablement à d'anciens pillages ou d'anciennes fouilles. Et lorsqu'on fait des mesures électriques ou électromagnétiques, on est perturbé par les zones hautes ou les creux remplis de sable, qui sont très résistants par eux-mêmes. Et on peut très bien confondre une anomalie due à ces zones hautes ou remplies de sable avec une construction enfouie. Je pense qu'il faut voir tout en même temps et avoir une vision extrêmement synthétique avec une curiosité perpétuellement en éveil, aussi bien au niveau des affleurements que de la présence des petits débris de blocs calcaires qui peuvent exister à tel ou tel endroit, qui peuvent indiquer tel ou tel contexte plus ou moins archéologique. Des structures ou des zones de terrain très salées comme on a ici, on en rencontre peu en France, sauf en bord de mer. Sur le plan technique, c'est la seule différence. Mais sur le plan objet, c'est vraiment passionnant. Rechercher des trésors ou l'équivalent ou des choses inconnues, ça c'est intéressant. Yves, c'est bon. Ben, j'ai un contact là. Là où est le piqué. Wow. Là, il y a un truc dingue. Hein. Peut-être, je sais pas. Oh. Très très brutal. Hein. 150, très brutal. 150. L'appareil qu'on a le plus utilisé, c'est le M31, qui se compose de 3 ensembles. Un émetteur et d'un récepteur qui s'emmanche sur le boîtier de mesure. Alors il y a une émission d'un champ électromagnétique par l'émetteur. Ce champ électromagnétique pénètre dans le sol, est plus ou moins perturbé par la nature du sol, et on arrive ici au récepteur. La comparaison du champ émis et du champ reçu permet de lire directement la résistivité. Bon, là je suis autour de 300, hein. Attends, il y a des choses curieuses quand même. Un des avantages de cet appareil, c'est de pouvoir couvrir une très grande surface rapidement et de localiser ainsi des secteurs qui sont plus dignes d'intérêt et qu'on étudie après un peu plus en détail avec d'autres techniques plus ponctuelles.
Bon alors, ici on est en présence d'un EM34 qui est le grand frère de l'EM31 avec un émetteur, le boîtier d'émission, un câble de liaison, une autre bobine qui est la bobine réceptrice et le boîtier de lecture. Alors cet appareillage peut s'utiliser soit avec les bobines en position verticale, émetteur et récepteur, ou horizontale. À ce moment-là, le champ électromagnétique est vertical et la profondeur de pénétration est beaucoup plus importante. En position horizontale, on mesure la résistivité de la tranche 0,15 mètres. C'est-à-dire que la valeur qu'on mesure, elle est fonction des couches superficielles, de ce qu'il y a au milieu et de ce qu'il y a au fond. C'est une réponse globale. Et on verra que le sondage électrique, lui, donne une réponse totalement différente puisqu'il permet d'identifier la résistivité des couches à différentes profondeurs. 9 et 122. Le sondage électrique consiste à mesurer la résistivité apparente pour un écartement d'électrodes donné, à écarter ces électrodes. Le courant passe de plus en plus profondément et la résistivité apparente qu'on mesure dépend de plus en plus de la résistivité des couches profondes. Dans le cas présent, on a mesuré jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Certes, les méthodes électromagnétiques ou les méthodes de détection ont été l'objet de l'attention des archéologues depuis longtemps, mais il s'agissait de trouver des équipes performantes et chacun des terrains a ses problèmes. Et c'est pourquoi un contact constant entre les techniciens d'une part et les archéologues d'autre part s'est révélé extrêmement fructueux. C'était la confrontation entre les deux systèmes de pensée, les deux méthodes de gestion des données qui étaient importants. Et je crois que par conséquent, puisque ces méthodes se sont révélées fructueuses, et en particulier le contact entre les archéologues et les techniciens se sont révélés tout à fait performants, je crois que nous sommes dans la bonne voie et que c'est une voie d'avenir pour l'étude de nos monuments très anciens. L'échange qu'il y a eu entre les archéologues et les géophysiciens ou géologues a été remarquable. Je pense qu'on a au moins 3 sujets de satisfaction. Le premier, c'est celui du travail correctement accompli. Après ce premier sujet de satisfaction qui est d'ordre général, il y a le deuxième sujet qui est l'objet même de la recherche. C'est un objet relativement rare et intéressant à trouver. Enfin, le troisième sujet de satisfaction, c'est de voir la restitution qu'en a fait monsieur Audran-Labrousse et qui est un travail remarquable. Et d'un tas de cailloux, on a vu sortir un temple et une pyramide correctement restitués. Et qu'en pense Jean-Philippe Loher, le doyen de l'égyptologie française, lui qui depuis plus de 60 ans consacre sa vie au site de Saqqara? Cette technique me paraît extrêmement intéressante, évidemment, et même inespérée pour nous. Quand j'ai commencé ces fouilles, je ne pensais jamais que des techniques comme ça pourraient nous aider. Et en particulier dans un terrain aussi bouleversé que celui où se trouve la pyramide de Pépi. Il y a un endroit, nous avions vu une zone qui semblait particulièrement sablonneuse. Nous avons cru que ça pouvait être l'emplacement justement d'une pyramide qui aurait été en grande partie détruite. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et de semaines de travail pour vider cette fosse, et puis finalement il n'y avait rien du tout, nous n'avons rien pu trouver. Donc, et certainement que si nous avions eu à ce moment-là ces procédés géophysiques et électriques, n'est-ce pas, ou électromagnétiques, nous aurions évité ce travail inutile. Et moi, j'avoue que quand on m'a parlé de ça, je ne comptais pas beaucoup, je ne croyais pas qu'ils arriveraient à trouver grand-chose. Et vraiment, ça, c'était complètement... J'ai dû faire complètement machine arrière, et vraiment, je suis séduit. Et je vois que ça rend un grand service, parce qu'évidemment, ça nous a évité des recherches considérables.